La relation du Congo-Brazzaville ou République du Congo avec sa diaspora prend parfois les allures d'une relation toxique dans un couple dont les conjoints se renvoient mutuellement « Je t'aime, moi non plus ». Les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la diaspora est un puissant vecteur de développement du fait de sa participation active à l'économie. La diaspora congolaise d'Europe ne semble visible et impactant que dans certains aspects ayant trait à la culture. Vous connaissez les sapeurs en France ou en Occident, n'a aucune espèce d'impact sur l'économie du pays. En fonction des raisons d'émigration, la diaspora va se structurer et s'organiser de différentes manières. On va retrouver dans la diaspora plusieurs catégories de diaspora, et notamment une diaspora que je qualifierais d'élitiste. Il s'agit de Congolais qui arrivent en Occident pour des raisons d'études. On va retrouver une deuxième catégorie au sein de la diaspora, et il s'agit là des personnes qui arrivent en Occident pour des raisons de regroupement familial ou des raisons d'asile. Et enfin, on va retrouver une troisième catégorie qui, elle, concerne pour le coup des personnes entrées en Occident de façon illégale. En réalité, les critiques qui sont formulées à l'endroit de la diaspora, me semble-t-il, visent beaucoup plus cette catégorie de la diaspora qui, elle, malheureusement, est beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux parce que cette diaspora, elle est incarnée par ceux qui se revendiquent du mouvement des sapeurs et qui exhibent parfois des vêtements, prétendument chers lors des défilés de mode des sapeurs que nous voyons souvent sur les réseaux sociaux. Je pense que le problème, il est ailleurs et il faut aller voir réellement qu'est-ce qu'on reproche à cette diaspora. L'État n'a-t-il pas une part de responsabilité dans les reproches qui sont faits à la diaspora? S'il y a un point sur lequel l'on ne peut objectivement pas lui faire de critique, c'est de l'accuser de ne pas participer au développement économique du pays. Dans un pays marqué par des inégalités économiques et sociales, accentuée par une inflation galopante et avec une gestion désastreuse de la chose publique, les financements qu'apporte la diaspora à travers les transferts d'argent à destination du pays constituent une véritable bouée de sauvetage pour de nombreuses familles. La diaspora n'hésite pas à prendre des initiatives dans le lancement des projets d'investissement dans le domaine de l'immobilier, de la restauration, de vente de véhicules et dans bien d'autres domaines. La diaspora constituerait pour l'État un levier financier pouvant lui permettre d'augmenter sa capacité d'endettement, donc sa capacité à investir dans ces projets de développement. Au lieu de ça, le régime au pouvoir actuel a choisi, par manque de vision, manque de pragmatisme et surtout pour des raisons idéologiques, de tourner le dos à cette diaspora et ce faisant, de se passer des potentialités qu'elle lui offre en termes de financement, en termes de ressources humaines et en termes de capacité à apporter une nouvelle dynamique dans la diversification de l'économie du pays. Par conséquent, rien dans l'état actuel de notre législation n'est fait pour encourager, pour créer les conditions d'un environnement d'affaires propice et profitable aux Congolais, qu'ils soient de la diaspora ou pas. Aucune facilitation en termes de création d'entreprise, en termes d'allègement fiscal. D'ailleurs, vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux une jeune dame congolaise se plaignant du matraquage fiscal, du harcèlement fiscal qu'elle a subi de la part des agents de l'impôt qui n'arrêtent pas de faire de la misère à des pauvres Congolais qui essaient d'entreprendre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimwala. Dans cette vidéo, nous allons parler du rôle supposé
de cette diaspora congolaise dans le développement économique du pays. Et nous verrons dans quelle mesure ces critiques dont elle fait l'objet sont fondées ou pas. Bienvenue sur ma chaîne Yabiso Congo. 1960, c'est la date symbolique marquant l'accession à l'indépendance de notre pays. Vert, jaune, rouge. Ce sont les couleurs emblématiques de notre drapeau national. 342 000 km. C'est l'étendue du territoire qui regorge d'immenses ressources naturelles. Pétrole, bois, manganèse, gaz naturel, or, fer, diamant, plomb, cuivre, potasse, zinc, fleuves, rivières, océans, savanes, forêts et montagnes. C'est ça notre héritage. C'est aussi celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Nul n'a le droit de l'ignorer, nul n'a le droit de le contrer. Tous, nous avons le devoir de veiller sur le Congo. Yabiso Congo, car le Congo est éternel. La relation du Congo-Brazzaville ou République du Congo avec sa diaspora semble parfois compliquée et c'est le moins que l'on puisse dire. Elle prend parfois les allures d'une relation toxique dans un couple dont les conjoints se renvoient mutuellement « je t'aime, moi non plus ». Si pour les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, pour ne citer que ces pays-là, la diaspora est un puissant vecteur de développement du fait de sa participation active à l'économie, pour le Congo-Brazzaville, dont une partie importante de la diaspora occidentale s'est accrue ces dernières années, cela semble pas tout à fait encore évident. Et pour cause, on reproche à cette diaspora son manque de dynamisme dans le développement économique du pays. En République du Congo, la diaspora congolaise a toujours suscité curiosité, admiration, mais aussi critique. Cette dichotomie traduit d'une part la fascination que les Congolais, depuis la période coloniale, ont toujours eue de la France, parce que la France a été le lieu de formation de l'élite politique et a été le point de départ d'une certaine forme de bourgeoisie incarnée par les étudiants qui sont rentrés au pays et qui s'expriment à travers un certain style de vie. Et d'autre part, cette diaspora a toujours cristallisé une certaine forme de critique car on lui reproche son manque de dynamisme, d'enthousiasme, son manque de participation au développement économique du pays. En effet, la diaspora congolaise d'Europe ne semble visible et impactant que dans certains aspects ayant trait à la culture, notamment avec le mouvement de la SAP, vous connaissez les sapeurs en France ou en Occident, et qui, selon certains, n'a aucune espèce d'impact sur l'économie du pays. Là où, à l'inverse, la diaspora sénégalaise, ivoirienne, malienne, elle se montre beaucoup plus entreprenante et impactante dans les projets d'investissement qui, in fine, participent au développement économique de leurs pays respectifs. Cependant, quoi que l'on pense de cette diaspora congolaise, s'il y a un point sur lequel l'on ne peut objectivement pas lui faire de critique, c'est de l'accuser de ne pas participer au développement économique du pays. Contrairement à cette perception un peu biaisée, la diaspora congolaise est beaucoup plus entreprenante et impactante que l'on ne pense. La diaspora congolaise d'Europe, d'Amérique ou d'Afrique, qui est la plus représentée, la plus fournie, est estimée à ce jour à environ 2 millions. Et ces 2 millions de Congolais représentent une source financière précieuse et stable pour de nombreuses familles au Congo. Dans un pays marqué par des inégalités économiques et sociales, accentuées par une inflation galopante et avec une gestion désastreuse de la chose publique, les financements qu'apporte la diaspora à travers les transferts d'argent à destination du pays
constitue une véritable bouée de sauvetage pour de nombreuses familles, pour de nombreux Congolais démunis qui dépensent cet argent dans la consommation des biens et services tels que l'eau, l'électricité, la nourriture, les médicaments, l'école. D'autres encore investissent cet argent dans la création de petits business pour survivre dans un pays où le chômage des jeunes a atteint environ 60% et où les opportunités ne sont accessibles qu'à une certaine élite politique et inaccessibles à la majorité de la population. Aussi, soucieuse de prendre une part beaucoup plus active dans le développement économique et social du pays, la diaspora n'hésite pas à prendre des initiatives dans le lancement des projets d'investissement dans le domaine de l'immobilier, de la restauration, de vente de véhicules et dans bien d'autres domaines. Les différentes activités économiques qui sont perceptibles dans les grandes villes telles que Pointe-Noire et Brazzaville, pour ne citer que ces deux villes-là, sont tenues par la diaspora qui donne de ce fait l'occasion à une jeunesse en manque de perspective et délaissée par les pouvoirs publics de trouver du travail et d'avoir une raison de vivre. La diaspora a toujours été un acteur majeur du développement économique et social du pays au regard de ce qui vient d'être développé et donc son action dans ce sens me semble indéniable. Alors, d'où viennent donc les critiques dont elle fait l'objet? Sont-elles justifiées? Sont-elles fondées? Ou alors plutôt cela relève tout simplement d'une certaine forme de jalousie de la part des compatriotes qui n'assument pas leur mal-être d'être restés au pays par rapport à ceux qui ont quitté le pays. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de la vidéo. En fonction des raisons d'émigration, la diaspora va se structurer et s'organiser de différentes manières. On va retrouver dans la diaspora plusieurs catégories de diaspora et notamment une diaspora que je qualifierais d'élitiste. Il s'agit de Congolais qui arrivent en Occident pour des raisons d'études et qui vont avoir, dès leur arrivée sur le territoire étranger, des facilitations d'intégration en termes de titre de séjour, de possibilités de faire des petits boulots. Et au terme de leurs études, à l'issue de leurs études, ces Congolais vont avoir la possibilité de s'intégrer facilement, socialement et économiquement, en ayant par exemple des postes de cadre, ce qui va leur permettre d'avoir des revenus conséquents, leur permettant d'investir au pays. On va retrouver une deuxième catégorie au sein de la diaspora. Et il s'agit là des personnes qui arrivent en Occident pour des raisons de regroupement familial ou des raisons d'asile. Il s'agit des personnes qui, en raison des procédures administratives auxquelles elles vont être assujetties, vont avoir des possibilités limitées en termes, par exemple, de droit de travailler, de possibilités d'avoir des revenus importants. Donc ces personnes-là vont, par exemple, ne pas pouvoir travailler et ne pas pouvoir disposer de revenus importants leur permettant d'investir dans le pays. Il va de soi. Et enfin, on va retrouver une troisième catégorie qui, elle, concerne pour le coup des personnes entrées en Occident de façon illégale et qui, elles, vont considérer que le fait d'avoir échappé à la misère du pays et d'être arrivé dans un pays où entre guillemets coule le lait et le miel, cela constitue une réussite en soi, une fin en soi. Et ces personnes-là n'ont souvent aucun projet de vie, aucun projet de formation, aucun projet d'intégration. Par conséquent, ces personnes vont avoir des vulnérabilités en termes d'intégration sociale, pas de papier, pas de possibilité de trouver un travail décent et bien rémunéré, et donc par conséquent difficulté à épargner et à constituer une épargne pour investir au pays. Donc en réalité, les critiques qui sont formulées à l'endroit de la diaspora, me semble-t-il, visent beaucoup plus cette catégorie de la diaspora qui, elle, malheureusement, est beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux parce que cette diaspora, elle est incarnée par
ceux qui se revendiquent du mouvement des sapeurs et qui exhibent parfois des vêtements, prétendument chers lors des défilés de mode des sapeurs que nous voyons souvent sur les réseaux sociaux. Et donc ce n'est pas une injure que je fais aux sapeurs. La sapologie est un objet culturel, est une fierté nationale. Et donc je respecte tout à fait les gens qui sont dans ce mouvement. Et tous ceux qui sont dans ce mouvement ne sont pas des gens, des clandestins. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Donc malheureusement, les gens au pays qui les voient sur les réseaux sociaux, ils se posent des questions. Mais quelle est cette diaspora qui passe son temps à s'exhiber sur les réseaux sociaux par une exubérance des vêtements et de la sape et tout ça, alors que au pays, ils n'ont même pas érigé une brique, comme on dit au pays. Bref, c'est à mon avis ce qu'il en ressort de ces critiques. Et donc j'essaye d'avoir une analyse sociologique de la question, du sujet, pour voir comment cette diaspora se structure, s'organise en Occident, et à qui s'adressent finalement les critiques, puisque de toute évidence, tout le monde investit, y compris ceux qui sont de cette frange de la diaspora qui n'est pas très éduquée, qui n'a pas les diplômes, qui n'a pas les emplois qualifiés et mieux rémunérés en France. Tout le monde investit. Mais les investissements au pays qui sont plus visibles sont, me semble-t-il, ceux des personnes qui ont une meilleure situation en Occident. Donc je fais ce disclaimer, je fais cette nuance pour dire que même les gens les gens issus de cette catégorie de la diaspora investissent au pays, même à moindre échelle, à petite échelle. Ça contribue au développement du pays, puisque à partir du moment où ils permettent à nos compatriotes de rester au pays, de trouver du travail ou d'avoir une situation sociale, c'est en soi une forme de contribution. Mais je pense que le problème il est ailleurs, et il faut aller voir réellement qu'est-ce qu'on reproche à cette diaspora. L'État n'a-t-il pas une part de responsabilité dans les reproches qui sont faits à la diaspora? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de cette vidéo. Alors, si la contribution de la diaspora dans le développement du pays est si peu valorisée, si elle est si peu entreprenante et si peu engagée dans le développement du pays qu'elle ne devrait l'être, au même titre que les diasporas ivoiriennes, sénégalaises et maliennes, comme nous avons vu, c'est peut-être sans nul doute parce que l'État ne fait pas suffisamment pour donner à cette diaspora les moyens de son épanouissement, pour lui donner les conditions pour l'inciter à investir davantage dans le pays, pour que finalement son action soit beaucoup plus impactante. En effet, la diaspora regorge d'énormes potentialités en termes de ressources humaines et financières. Ingénieurs, technocrates, managers, avocats, magistrats, médecins, techniciens de surface, la diaspora dispose d'énormes ressources humaines pouvant contribuer à la productivité globale du pays et donc au développement économique du pays. Face à un État confronté à de l'endettement chronique, à la mauvaise gestion et surtout à l'incapacité à mobiliser les fonds nécessaires au financement des projets de développement, les écoles, les hôpitaux, les routes, la diversification de l'économie, la diaspora constituerait pour l'État un levier financier pouvant lui permettre d'augmenter sa capacité d'endettement, donc sa capacité à investir dans ces projets de développement. Au lieu de ça, le régime au pouvoir actuel a choisi, par manque de vision, manque de pragmatisme et surtout pour des raisons idéologiques, de tourner le dos à cette diaspora et ce faisant, de se passer des potentialités qu'elle lui offre en termes de financement, en termes de ressources humaines et en termes de capacité à apporter une nouvelle dynamique dans la diversification de l'économie du pays, puisque la diaspora
a un savoir-faire, la diaspora a des financements pour investir dans le pays et pour transformer notre modèle économique, à l'instar de ce que font les diasporas maliennes, sénégalaises et ivoiriennes. Par conséquent, rien dans l'état actuel de notre législation n'est fait pour encourager, pour créer les conditions d'un environnement d'affaires propice et profitable aux Congolais, qu'ils soient de la diaspora ou pas. Aucune mesure pouvant inciter, encourager les activités d'import et export, activités dans lesquelles la diaspora est très présente. Aucune facilitation en termes de création d'entreprises, en termes d'allègement fiscal. D'ailleurs, vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux une jeune dame congolaise se plaignant du matraquage fiscal, du harcèlement fiscal qu'elle a subi de la part des agents de l'impôt qui n'arrêtent pas de faire de la misère à des pauvres Congolais qui essaient d'entreprendre. Bref, nous sommes dans un pays dont les dirigeants ne savent pas encourager cette diaspora, inciter cette diaspora à venir investir massivement, à venir partager leur expérience, leur savoir-faire, car qu'on le veuille ou non, l'Occident, dans la façon dont elle s'est construite, dans la façon dont elle se structure sur le plan économique, politique, militaire, social, a plusieurs années d'avance par rapport à l'Afrique, et les Africains, à l'instar des Chinois, à l'instar des Israéliens, qui sont des pays qui se sont développés grâce notamment à leur diaspora, ferait mieux de prendre l'exemple sur ces pays-là afin de créer les conditions qui rendraient sa diaspora beaucoup plus engagée, beaucoup plus entreprenante et qui l'aiderait à contribuer de manière beaucoup plus significative dans le développement économique du pays. Voilà, j'espère avoir été exhaustif dans cette vidéo. J'espère n'avoir surtout pas heurté la sensibilité des uns et des autres par rapport à ce sujet qui me semble assez sensible. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si vous avez trouvé le contenu intéressant. Et si vous voulez m'encourager à faire ce genre de vidéos par rapport à notre pays, par rapport à d'autres aspects liés à la diaspora sur lesquels vous aimeriez que je revienne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Partagez cette